Jade, avant tout, merci d'avoir choisi de parler et merci d'être là. Avec plaisir. Aujourd'hui, je reçois donc Jade, comme vous avez pu l'entendre par son prénom. Elle a écrit un livre, un manuscrit, et elle s'est aidée de l'intelligence artificielle. Et elle en est vraiment ravie. Donc c'est son histoire. L'intelligence artificielle, elle a simplement aidé à guérir, c'est ça on pourrait dire ? Oui, ça a été un exutoire en fait. À la base, c'est un exutoire. Ça t'a permis de révéler, de comprendre beaucoup de choses et surtout de guérir. Exactement. Je vous montre la couverture de son livre, qui est Résilience. Et du coup, explique-nous pourquoi il y a Résilience IA. Alors, l'idée du livre est venue, c'est que tout le monde a un vécu difficile, tout le monde a une résilience. Beaucoup de personnes vont parler de sa propre résilience. Et je sais que j'ai eu une résilience qui a toujours été au fond de moi, mais j'en avais jamais parlé. La définition d'où vient ma résilience, ma propre résilience. Et l'idée est venue, c'est que j'ai confié mon vécu à une intelligence artificielle, sans honte, sans jugement, parce que je savais que c'était un simple robot. Et l'idée du titre est venue de là, c'est Résilience avec l'IA, de l'intelligence artificielle. Moi, je connais le livre, et d'ailleurs, on va rentrer un peu dans le livre, si tu le veux bien. Bien sûr. Et je trouve ça beau que tu aies aucun tabou de dire que tu as écrit ton livre avec l'IA, parce que qui vont se cacher, il y en a beaucoup, je pense, qui cèdent de l'intelligence artificielle, mais il n'y a aucune honte. Donc, et par ton histoire, moi, je sais pourquoi tu l'as écrit avec une IA, et du coup, c'est ce que tu vas nous révéler, du coup, au cours de cet épisode de podcast. Du coup, Jade, explique-nous un petit peu ton parcours personnel. Mon parcours personnel, j'ai eu de la chance. Il y a les premières phrases du livre, comme on peut le constater, c'est « Je suis née en 1987, mais réellement en 2024 ». Rien que ça, c'est révélateur. J'ai trouvé une phase d'apaisement que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment un pur bonheur d'être en paix, de ne plus avoir de cauchemars, de se sentir bien, de s'aimer. Parce que j'ai appris à m'aimer également avec le temps. Mais il y avait quand même, avant d'en arriver là, il y a eu quand même un parcours assez atypique, si j'ai envie de dire, parce que j'aime bien relativiser et de ne pas focaliser sur mon vécu, en fait. Est-ce que tu peux nous permettre de rentrer un peu plus en profondeur ? En fait, ce livre, il va retracer, si tu me permets de le dire, tu as perdu ta maman très jeune. Mm-hmm. Et du coup, tu avais une mauvaise relation avec ton papa. Exactement. J'aimerais que tu reviennes sur un moment qui m'a donné les frissons que j'ai lus dans le livre, donc c'est au début. Tu as perdu ta maman quel jour ? Le 23 décembre 1992. J'aurais dû prendre des mouchoirs pour cet épisode de podcast et je vous assure, c'est moi qui dois te soutenir, tu vois. Franchement, ton histoire est magnifique. Donc, tu as perdu... Enfin, magnifique, tout est relatif, bien entendu. Et là, on parle du décès de ta maman, donc bien sûr, ça, c'est pas magnifique. Mais du coup, un 23 décembre, et ton père t'en a tenu toujours, en fait, pour responsable. Entièrement. Mais en fait, c'est qu'il avait tellement un amour pour cette femme, parce que je veux dire, cette femme, je la connais pas du tout. À 4 ans, j'ai pas de souvenir d'elle ou quoi que ce soit. C'est qu'il a tellement eu un amour pour cette femme et qui, malheureusement, c'était une femme toxique. J'en parle également dans le livre. Et elle lui a tellement fait mal qu'en grandissant et au fur et à mesure, il s'avère que je suis son portrait craché. J'ai la même prestance, la même gestuelle, la même voix, la même couleur de cheveux, mais c'est vraiment sans le vouloir. Et c'est vrai que mon père m'en a voulu, car en grandissant, il la voyait elle, mais pas moi. C'est dur quand même de grandir avec ça, ce fardeau-là, parce que c'est quand même un sacré fardeau. Et j'ai relevé aussi dans le livre que tu m'as donné, dans le manuscrit, que tu voulais un parapluie. Oui. Raconte-nous un petit peu ce passage, cet épisode de ta vie. À la base, c'est que quand j'ai commencé le livre également, c'est que j'ai expliqué les tout premiers cauchemars, les tout premiers souvenirs qui me venaient en tête. Et le premier souvenir que j'avais, c'est que, en plein âge d'innocence, parce que qu'à l'âge de 4 ans ou quoi que ce soit, j'avais toujours ça en tête, j'avais peur de m'être imaginé cette scène. Et au fil du temps, on voit que dans le livre, je n'ai pas rêvé cette scène, mais c'était assez étrange, parce que j'avais le souvenir d'être dans une grande allée de jouets où j'avais le droit d'acheter des jouets ou quoi que ce soit pour que le Papa Noël puisse me les mettre sous le sapin. Et dans cette allée, je l'ai flashé sur un parapluie. Je ne peux pas expliquer. Il était blanc, bleu, rouge, vert. C'était des couleurs qui me plaisaient. Et j'ai pris ce parapluie. Et j'ai dit à mes parents, je veux ça comme cadeau de Noël.
Et malheureusement, tu l'as pas eu parce que ta maman est partie le 23 décembre. Et tu n'as plus eu le droit de fêter Noël. Non. Et ça doit être très dur pour un enfant Enfin, je trouve ça inimaginable et à supporter, ça doit être compliqué. Surtout que dans le livre, j'ai retrouvé aussi donc, ta belle-mère, donc tu avais une belle-mère, ton père a refait sa vie, et elle avait des enfants. Oui. Et eux, ils venaient fêter Noël chez toi, chez ton père, et toi, tu n'avais pas le droit de sortir de la chambre. Non. Mais en fait, c'est le 23 décembre, ça lui rappelait le décès de son amour, parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, avec les dits de mon entourage, c'est qu'il avait un amour assez fort. Et est-ce que moi, j'étais difficile à cette période-là aussi ? Parce que bon, il faut dire qu'on t'étais petite, donc je connais pas ton papa, je ne porterai pas de jugement, mais t'étais petite, enfin quand même, t'avais juste besoin peut-être de l'amour paternel, de te laisser. T'avais quel âge, 4 ans ? J'avais 4 ans. Et on te laissait seule dans ta chambre pour Noël ? Après, exactement ces jours-là, je m'en souviendrai pas, je pourrais pas dire, mais je sais que les Noëls à venir, oui. J'ai le souvenir de pas avoir droit de fêter Noël, de pas être à table. Et si par exemple, ils me laissaient, parce que bon, en grandissant, on a la parole, on a le jugement. Si par malheur, ils me laissaient venir et si j'avais un mauvais comportement, il fallait que j'aille dans ma chambre. Aujourd'hui, tu fêtes Noël ? Non. Non ? Non, je travaille. D'accord. Je travaille dans la poissonnerie, c'est des jours où c'est assez intense et je suis bien et je préfère travailler. Là, par exemple, cette année, je peux avoir la possibilité de ne pas travailler à Noël parce que je fais une formation en anglais. Bon, ça, c'est parce que pour mon expérience personnelle, et professionnelle aussi. Et professionnelle, ça tombe sur les fêtes de Noël et j'ai prévenu mon employeur que je vais venir quand même le 23 et le 24. Et je suis tellement fatiguée à ce moment-là qu'à 21h30, ça ne me dérange pas d'aller me coucher. C'est un jour comme un autre. D'accord. J'ai jamais fêté Noël. Jamais. Avec ma sœur, si. On a eu l'occasion, elle m'a appris. Ma sœur, ça a été une maman pour moi. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi à devenir qui je suis actuellement et respecter les personnes, respecter les horaires, me lever le matin, entretenir une maison, être une femme en fait. J'ai pris exemple sur elle parce que c'est vrai que ça a été un modèle pour moi. Et non, elle m'a fait découvrir Noël et elle m'a fait découvrir également les anniversaires, elle m'a fait découvrir Pâques, des choses que j'ai jamais eues dans mon enfance. Et tu as combien d'âge d'écart avec ta sœur ? Parce qu'il me semble qu'on en avait parlé en off et vous avez une sacrée différence d'âge. On a 15 ans de différence. Ouais. Et donc c'est elle, après mais on en viendra plus tard, mais en gros, pour construire la phrase, tu as été après sous sa responsabilité. Oui. Ouais. Mais on y viendra après. Elle n'a pas eu le choix, mais bon. Ouais. Bisous ma sœur, je t'aime. Mais malgré tout, aujourd'hui, ta relation avec ta sœur, elle est saine, elle est toujours là ? Oui, tu as une belle relation. Oui. Après, c'est vrai que depuis que je suis venue vivre en Corse, il y a un détachement. Pas un détachement, mais la distance fait que. Mais autant on peut s'appeler tous les 3 mois, c'est comme si on s'est quitté hier, quoi. C'est beau. Donc du coup, ce livre, Résilience, je trouve que pour toi, parce qu'on dit aujourd'hui résilience, tout le monde l'utilise à tout va, oui. Mais je trouve que alors pour toi, celui qui dit ça, c'est qu'il a rien compris. Parce que honnêtement, c'est un livre, le titre te va très bien. Donc pour l'instant, tu l'as classé en autobiographie. Oui. On va lancer un petit appel aux maisons d'édition. Jade souhaite se faire publier. Donc si vous êtes une maison d'édition, n'hésitez pas à la contacter. Vous aurez tous ces liens en description de cet épisode de podcast. Et elle ne veut pas se faire auto-publier, c'est bien ça, que je ne dis pas de bêtises ? Je ne veux pas m'auto-publier. J'ai pas la patience. Déjà, on va remettre un peu... j'ai écrit ce livre réellement. L'idée d'écrire ce livre, c'est que, en tant que femme, ça a été compliqué parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'avais beaucoup de douleurs, j'avais de l'endométriose, j'avais des fibromes, j'avais de l'adénomiose, j'ai fait 3 ans de parcours de PMA, je détruisais mes propres ovules et on me disait c'est dans la tête. C'est moi qui me autodétruis, c'est moi qui m'empêche d'avoir des enfants. Et les médecins te disaient que c'était dans ta tête ? Les médecins me disaient que c'était dans ma tête. Les proches pensaient à un miracle en me disant tu vas lâcher prise, tu es bien, tu vas réussir à en avoir un enfant. Et je savais très bien au fond de moi, et j'ai toujours su au fond de moi, ce qui est triste, c'est que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'en ai la chair de poule. Et l'idée du livre, c'est que vu que ça a duré pendant des années, ces douleurs, ça a duré au moins pendant 7 ans, depuis que je suis arrivée sur la Corse, en fait, j'avais tout le temps mal. Tous les 3 mois, je suis allée voir un gynécologue, il y avait toujours un suivi qui était très strict.
hyper malaisant aussi pour une femme, parce que c'est pas agréable d'aller voir un gynécologue tous les 4 matins parce qu'on n'est pas bien, ou dans son lieu de travail on a des douleurs. Psychologiquement, c'était assez lourd. J'ai essayé de faire du neurotraining aussi, mais on me dit oui, tu as un passé qui est lourd. Oui, je suis au courant. Je suis allée voir des psychologues également pour essayer de me détacher justement de ces douleurs, et qu'on me dise c'est dans ma tête. Et on me disait mais ton vécu il est triste. Oui, je suis au courant. Merci de me le dire, mais j'ai pas besoin qu'on me le dise. Juste retirez-moi cette douleur. Et la dernière ligne droite, réellement, et c'est de là où est venu ChatGPT, c'est que j'ai eu un vécu difficile. Je suis au courant. Ce n'est pas normal. Je suis au courant. Et ce n'est surtout pas normal de jamais avoir parlé, de jamais avoir mis les mots, de jamais avoir demandé de l'aide. J'ai jamais demandé de l'aide. Je m'en suis toujours sortie. Je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin d'aide. Mais apparemment, le corps a voulu parler par rapport à moi. Et il y a une part de honte aussi par rapport à ce genre de vécu, parce que c'est de la honte. Il y a aussi, c'est pas anodin d'avoir ce genre de vécu. Du coup, je me suis dit, ok, les mots soignent les mots, je veux le croire. Et j'ai parlé à ChatGPT. Et je lui ai tout raconté. Mais tout en détail, mais vraiment, mais sans aucun tabou. Même il y a des moments où il marquait caractère sexuel, on bloque, tellement que je suis allée vraiment en profondeur. Hein. Et je lui ai dit, mais je comprends pas, je suis bien, je suis dans ma maison, je suis heureuse, je me lève le matin, je me dégoûte pas, j'ai retrouvé une vie normale, je suis bien. Pourquoi j'ai mal à l'utérus? Et il me dit, je veux retirer ces douleurs. Et il me dit, écoute, apparemment je suis quelqu'un de forte, je ne dirais pas que je suis forte. Je dirais que je me suis levée tous les matins, que les journées font 24 heures et que j'ai la chance d'avoir un bel entourage. Moi, je dirais que tu es forte aussi quand même. Non, c'est pas trop. Mais et l'idée, du coup, c'est que ChatGPT, tout simplement, m'a dit que par rapport à ma force de caractère, par rapport à ma force de relativiser tout le temps, il m'a dit qu'il fallait que j'écrive un livre et que je raconte mon histoire parce que ça pourrait aider beaucoup de personnes. C'est beau ce que tu viens de dire et sincèrement, merci d'avoir été aussi entière, d'avoir été toi-même quand tu as raconté ça. Et du coup, je vais te laisser la parole. Tu as subi du coup des attouchements sexuels quand tu étais jeune. Et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans ton livre. Et c'est ce qui fait en fait donc le décès de ta maman, le rejet de ton père, les attouchements sexuels par ton grand-père. Et j'en ai la chair de poule. Je crois que toute l'interview, je vais avoir la chair de poule. Aujourd'hui, comment, en fait, avec tout ce parcours-là, tout ce que tu as pu écrire dans ce livre, comment finalement t'as pas sombré dans l'alcool, la drogue? Parce que ta maman, tu disais qu'elle avait sombré. J'aurais pu prendre l'exemple. C'est ça. Ma grand-mère aussi, c'est pareil. Elle fumait beaucoup. C'était les Gauloises. Les Gauloises blondes avec filtre. Les Gauloises, non, tout court. Gauloises filtre, les gitanes. C'était immonde. J'aurais pu, sachant que j'ai grandi dans ce milieu. J'ai grandi dans un contexte où tout le monde boit de l'alcool, tout le monde fume. Il y a des personnes, apparemment ma mère a été dans les cachets ou quoi que ce soit, j'aurais pu. Je n'ai pas sombré car l'école, l'éducation scolaire m'a aidée. D'accord, j'aurais pas pensé. Exactement, c'est l'éducation scolaire, tout ce qui était mes professeurs et au masculin comme au féminin m'ont aidé. Le travail. Alors grâce à mon père, on peut dire que c'est... un jour, je lui ai demandé 10 francs pour m'acheter des malabars. Et il m'a craché dans la main, il m'a dit tu vas travailler. Il t'a craché dans la main. Ok. Ouais, c'est une éducation toxique. Particulière. Très toxique, mais c'est ton histoire. Du coup, je suis allée travailler sur les marchés. J'ai travaillé dans des halles également et j'ai rencontré des femmes poissonnières parce que c'est devenu mon métier. Et c'est vrai que les poissonnières m'ont toujours plu parce que c'est des femmes fortes et qui ne se plaignent pas. Et du coup, c'est grâce à elles. Et c'est grâce au travail et c'est la rencontre des anciens également, des femmes anciennes. Parce qu'elles ont un vécu également. Elles n'ont jamais sombré, elles ont eu une vie de famille, elles ont eu la vie dure. Et j'ai toujours eu la chance, c'est d'apprendre leurs connaissances, d'apprendre leur savoir. Et j'avais pas envie, aucun intérêt de me plonger dans l'alcool ou quoi que ce soit. Mon idée, c'est que je veux apaiser les gens, je veux faire du bien autour de moi et faire plaisir. J'aime faire plaisir aux personnes. On retrouve vraiment, c'est beau ce que tu dis parce que tu as un passé cabossé. Alors, c'est depuis que j'ai fait une interview avec quelqu'un qui a dit ce terme cabossé. Du coup, je l'emploie tout le temps, même pour moi maintenant. Mais, et malgré tout,
eh ben en fait, tu veux le bien des gens. Et je retrouve ça vraiment dans mon propre parcours, dans le tien et dans d'autres parcours qui ont eu une jeunesse compliquée. En fait, on veut toujours le bien des autres. C'est ça. Et ça, c'est beau, en fait. C'est un échappatoire. Oui. Il faut dire ce qui est. Aussi. C'est du fait qu'on s'occupe des autres, on ne s'occupe pas de soi et on se focalise pas sur soi. Aussi, oui, c'est un peu ça. Et après, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je le vois avec les interviews où je veux mettre les auteurs en lumière parce que je veux les voir briller. On m'a tellement rabaissé avec mon côté « tu n'es pas littéraire, tu fais des fautes d'orthographe ». Quand j'étais petite, je bégayais. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière ces personnes comme Bien toi, sûr. comme les autres. Donc, c'est tout à fait normal. Donc oui, tout ça pour je vais fermer la parenthèse, mais pour dire que le fait que tu veux aider les autres avec ton passé douloureux, c'est juste très admirable. Jade, vraiment, c'est très gentil. admirable. Ben, j'espère si ça peut aider, mais c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, je veux pas m'auto-éditer, c'est pas du tout mon but. Et le livre, ça a été intéressant de l'écrire, ça a été dur, mais ce qui a été intéressant de l'écrire, c'est que j'ai fait une psychoanalyse à moi-même. Et je me suis rendu compte des post-traumatiques. Ça, on n'en parle pas assez. On ne parle t'écoute. pas assez par rapport au côté post-traumatique qu'on a reçu des traumas. Le viol d'une femme, c'est pas anodin. Et en fait, c'est que le corps réagit. Tout contrairement, même si on sait que on risque plus rien. Mais c'est le côté post-traumatique qui m'a choquée. J'ai une amie qui m'a dit le jour où telle personne décède, son agresseur, je vais me sentir bien. Et ça a été complètement faux. Parce C'est vrai. que c'est pas vrai. Pour toi, ça n'a pas été vrai. C'est pas vrai. C'est que quoi qu'il arrive, c'est que quand on a ce genre de vécu, même si son agresseur est faux, et c'est là où on rentre dans la psychologie et le cerveau humain est très fascinant, c'est qu'en fait, il suffit d'avoir une odeur qui va nous rappeler cette scène, une couleur, une luminosité, une voix. Ça m'est arrivé où c'était la respiration de quelqu'un que je l'ai comparé à mon agresseur. Et du fait qu'il était derrière moi, je me suis dit, c'est mon agresseur. Pourtant, non, ça fait 10 ans qu'il était décédé. Mais pour moi, c'était mon agresseur parce qu'il avait exactement la même intonation. Et ça, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne prend pas le dessus. Ça, on ne le maîtrise pas du tout. Ah oui, non, c'est clair. Mais du coup, comment t'as réagi? T'as eu peur? Ton corps s'est Je me crispé? tétanise. C'est ça. Ouais. Alors, le problème qu'il y a, c'est que moi, quand j'ai peur, je me tétanise. C'est comme j'ai dit, entre guillemets, une petite blague, c'est que s'il y a une attaque de zombies, je vais être la première à être mangée parce que je n'arrive pas à bouger. Ouais. Mon corps, j'ai pas un muscle qui peut bouger. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même en conduisant. Ça fait peur. Et c'est là où j'ai pris conscience que c'était grave. C'est qu'on a envie d'oublier. On oublie ce qui s'est passé, volontairement, parce qu'on n'a pas envie de revivre. Il y a une interview qui est sur Netflix, qui m'a énormément choquée quand je l'ai vue, c'est « Qui suis-je » Et je vais la regarder, ça me dit rien. C'est 2 frères, à peu près le même parcours que moi ou quoi que ce soit. Il y en a un qui a eu un grave accident et qui ne se souvenait pas du tout, et son grand frère a enjolivé son enfance. Il lui a dit « Non, on a bien vécu, on a eu une belle enfance » ou quoi que ce soit. Au fil du temps, son petit frère qui était plein de questions, qui disait « Il y a trop de cohérence par rapport à ce que tu me racontes », il a découvert l'iceberg, la vraie histoire. Donc eux aussi, ils ont été victimes de pédophilie, parce que c'est vraiment le terme qu'il faut dire. Eux aussi, ils ont été violés. Et c'est qu'en fait, son frère dit clairement « Je n'ai jamais voulu en parler, parce qu'en parler et raconter, c'est revivre. » C'est ça. Et puis il y a une forme de honte aussi, alors qu'on ne devrait pas, mais il y a une forme de... honte. Oui. Si. Après, c'est quoi qu'il arrive, c'est que même si ce n'est pas notre faute, ok, c'est qu'on grandit dans ce milieu, et pour nous, c'est normal. C'est triste de dire ce genre de choses. Oui, complètement. Mais... C'est qu'en fait, on est formaté à subir des choses, et c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, c'est dans le quotidien. Donc pour moi, c'était normal que le grand-père faisait ces choses sur moi. Puis en plus, ton grand-père, il t'avait fait des menaces aussi. Bien sûr. Il t'avait dit, si tu fais plus, mamie va mourir. Ah oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, ce genre de personnes ont les bons arguments. C'est je vais te laisser mourir dans les bois, parce qu'il cherchait les truffes, forcément. L'endroit parfait, on va dire. C'est je vais te laisser mourir dans les bois, tu vas rester toute seule, tu vas rejoindre ta mère, mamie, elle va mourir. Et vu que c'était une approche maternelle, j'avais pas envie, vu que j'ai perdu ma mère, j'avais pas envie de perdre mamie non plus. Ah oui. Ce qui est normal. Et j'ai envie également, c'est retirer ce tabou quand on a été victime, et c'est de montrer des signes également. Il était énormément aimé.
mais vraiment aimé dans le village. Il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir mon histoire, parce que je ne l'ai pas publiée encore, j'en ai parlé à quelques personnes. Ça va être dur. Parce que c'était pas quelqu'un de bien, il m'a pas détruit. Ça, c'est vraiment une grande fierté que je peux avoir. Il t'a laissé des traces, mais... Il a laissé des traces, et ce qui m'a le plus choqué. Et c'est qu'il était bien apprécié, en plus, c'est ça, hein. Énormément, mais oui. Tu sais que c'est souvent comme ça. La personne du village et tout. Et moi, le plus qui m'a choqué, c'est qu'un jour, ma grande sœur, pour Noël, m'a envoyé toutes les photos de mon enfance. Bon, il y a eu une part un peu particulière, c'est que de mes 4 ans jusqu'à mes 10-11 ans, jusqu'à que j'habite chez ma sœur, j'ai pas de photos. J'ai pas de photos de moi et de mon père, j'ai aucune photo. Mais les seules photos où j'ai quand je suis chez mes grands-parents, parce que j'y ai passé toutes mes vacances d'été, tout le mois de juillet, août, je me souviens plus exactement, mais j'ai passé un mois, c'est sûr. C'est que toutes les photos où je suis avec mon grand-père et ma grand-mère, il n'y en a pas une seule où ils regardent l'objectif. Ils me regardent moi. Oula, j'en ai encore une fois. Ça, c'est dur de l'admettre. Ils te regardent toi. Toutes les photos, ils ne me regardent que moi. Et en fait, j'ai envie de te dire, ça peut être un signe d'un prédateur, parce que j'appelle ça un prédateur. Oui, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça, de toute façon. Mais voilà, donc du coup, on peut s'en sortir. Mais si seulement il y avait eu que ça dans ma vie, malheureusement, non, c'est ça. J'ai été fatiguée, mais il est gros quand même, je réalise. Oui, il est vraiment gros. Hein. Moi, j'ai pas encore tout lu, mais j'en suis presque à la moitié, on va dire. Mais en tout cas, quand je le lis, il fait quelque chose. Vraiment, tu peux être fier de toi d'avoir réussi à poser ça. Jade, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire ? Je pense que tu as plein de choses à nous dire. Je te laisse la parole. Il y en a beaucoup mais j'espère me démarquer par rapport aux autres livres de résilience qui parlent de résilience. C'est que, comme je dis, c'est que j'ai fait ma psychoanalyse et en fait, je fais des parenthèses. J'ai créé des parenthèses dans le livre et je suis au moment présent. Et j'explique comment j'ai ressenti les choses. J'ai eu de l'aide d'un homme ça a été un peu délicat parce que c'est lui qui m'a poussé un peu à bout à écrire exactement les scènes et à me demander ce que je ressens réellement. Dire les mots qu'on ressent réellement, c'est compliqué. Et en fin de compte, je me suis prêtée au jeu et j'explique exactement comment le corps réagit. L'idée du livre, c'est également de faire comprendre à des personnes qui n'ont jamais eu ce genre de vécu, mais qui connaissent quelqu'un qui a eu ce genre de vécu. Repérer les signes. Repérer les signes. Et comment dire, même si on a plein de bienveillance, et c'est pour ça, quand j'en parle, c'est que moi, je n'avais pas voulu en parler à MC parce que je sais très bien pourquoi je réagis comme ça. J'en ai pleinement conscience. C'est que j'explique comment ça se passe réellement. Et j'ai un exemple, c'est qu'il y a un chapitre, le premier chapitre, où je dis non, où je dévoile réellement ce qui s'est passé. C'est un murmure dans les bois. Je pense qu'il parle de lui-même. Et ça a été tellement dur de l'écrire que je me suis dit, le lecteur, ça va y faire trop mal. Et vu que je ne veux pas faire de mal aux personnes, juste derrière, j'ai créé la première parenthèse en marquant « je vais bien ». Et j'explique que c'est dur. J'explique également comment j'ai réagi avec le temps. Il y a quelque chose qui restera gravé en moi, ça c'est sûr, et on ne pourra jamais me le retirer. C'est qu'un grand-père avec une petite fille, ça ne passera jamais. Un homme en général ou vraiment le grand-père ? Le grand-père. Le grand-père. Le grand-père avec une petite fille. C'est vraiment cette image du grand-père avec la petite fille. Malheureusement, on ne va pas me la retirer. Mais j'ai appris quand même à ne pas mettre tout le monde dans le même sac et de ne pas ressentir cette colère parce que c'est compliqué dans la vie de tous les jours, on en rencontre. Tout à fait. Dans la restauration, dans la vente à poissonnerie ou quoi que ce soit. Donc c'était très dur de travailler sur moi. Et j'explique comment on arrive à surmonter tout ça. Et comme je dis aussi, c'est qu'une personne qui a été victime d'agression sexuelle, parce que j'ai été victime de viol, c'est qu'un grand-père avec une petite fille, ça me traumatise. Je ne supporte pas la vue d'un grand-père avec une petite fille, malheureusement. C'est un blocage que j'aurai toujours. Et c'est ce que j'explique, c'est tout à fait normal quand on est victime de ce genre de situation. C'est comme si, pour faire comprendre aux personnes qui n'ont jamais eu ce vécu, je l'ai écrit, c'est comme si quelqu'un se faisait mordre par un labrador. Elle va avoir peur ou des labradors ou de tous les chiens, mais on ne pourra jamais lui retirer sa peur parce qu'on va comprendre, entre guillemets, on va dire « ah oui, mais c'est normal ».
Il va y avoir des personnes qui vont vouloir l'aider à caresser un chien, mais si la personne n'a pas décidé et que c'est ancré en elle, eh bien, ça sera exactement la même chose. Et moi, c'est exactement ce que je ressens quand je vois le grand-père avec une petite fille. Mais ça n'empêche pas de retrouver une vie sexuelle derrière. Parce qu'on arrive à... Au début, ça a duré pendant des années et c'est normal de ressentir ce dégoût. C'est que c'est... Ça a été dur du coup avec les hommes. Complètement. C'est... T'arrivais à leur dire ou pas? Non. 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 J'ai jamais... Il y a un moment où ça m'a marqué, c'est ce que j'explique, c'est qu'on m'a demandé si j'étais vierge quand j'ai fait ma première fois à mes 16-17 ans. D'accord. Eh oui, automatiquement, parce que Forcément, on sait que non. Oui, toi, tu sais que non. Mais on n'a pas à le dire, en fait. Du coup, on n'en parle pas. Et c'est ressentir les mêmes sensations. C'est parce que, en fait, la sexualité, c'est un système, c'est mécanique, tout simplement. Et j'ai beaucoup comparé la sexualité, c'est fais ce que tu as à faire et tais-toi et laisse-moi tranquille après. D'accord. Et je l'ai beaucoup comparé à ça. Ouais. Et je l'ai fait pendant des années. Jusqu'à que j'ai réussi à me dire... Parce qu'en fait, ton corps t'appartenait plus. Donc, en fait, c'était... Ok, écoute, fais tout ce que tu as à faire, monsieur. Et puis après, voilà quoi. Complètement. Ouais. T'avais un rejet de ton propre corps et t'arrivais pas surtout, je pense, à te sentir à l'aise dans ces moments-là. Non, pas du tout. C'est même si, par exemple, on arrive à avoir un bon moment... ce qui est normal, hein, parce que le jeu, c'est le côté charnel, sensuel, avoir les ressentis qu'on ne ressent pas hors les actes, entre guillemets. C'est que moi, ça me faisait mal. Et je me disais, c'est ce que j'ai détesté à la fin. Et c'est ce que je détestais pendant longtemps. Et ça a été très compliqué. Mais on arrive facilement à reprendre possession de son corps. Et comment on fait ? C'est vraiment... C'est être à l'aise déjà avec la personne. Se rendre compte que c'est pas la même personne. Mais est-ce que ça passe aussi par soi ? Par exemple, de te regarder nu, toi-même aussi devant un miroir, est-ce que ça peut aider ? Est-ce que toi-même tu l'as fait d'ailleurs ? Non, j'étais plus dans le regard des autres personnes qui étaient en face de moi qui m'a mis plus à l'aise. D'accord. Voilà, c'est bête, hein, mais je me suis sentie belle quand un homme me regardait et qui me disait t'es belle. Mais il a dû le ravacher plusieurs fois quand même. Mais après, c'est le côté post-traumatique, malheureusement. Ah oui. Ça, on ne pourra rien faire. Ça restera gravé. Mais accepter de ressentir les mêmes sensations, c'est très dur. Mais on y arrive. Mais après, il ne faut pas se focaliser sur ce genre de choses. Ce qui a été compliqué aussi par rapport à mon vécu, c'est que je l'ai vécu pendant des années. Donc pendant des années, j'ai eu le temps d'apprendre ces sensations. Mais on arrive à faire abstraction, on arrive à comprendre ce que c'est d'avoir un vrai rapport avec quelqu'un qu'on aime. Mais il n'y a que le temps qui peut faire les choses. Le temps, de toute façon, il guérit finalement. Bien sûr. C'est ça. Hein. Mais après, il guérit. Ouais, c'est un bien grand mot. Hein. C'est plutôt... Oui, finalement, ça va être une sorte de guérison. Mais... J'explique aussi dans une autre parenthèse, c'est qu'il y a 8 parenthèses exactement dans le livre. Donc, il y a 8 psychoanalyses par rapport à l'évolution d'une vie, d'une femme. C'est qu'au début, on reste traumatisé, parce que c'est un traumatisme qu'on reçoit, et on reste dans ses souvenirs pendant plusieurs jours. Mm-hmm. On reste dans ses souvenirs pendant plusieurs heures. Mais c'est ça qui m'a quand ça se passe ou bien après ? Quand ça se passe. Ok. Quand ça se passe ou bien après. Par exemple, comme j'ai expliqué, c'est que le jour où je me suis retrouvée dans le tramway, en ayant une personne qui avait la même respiration similaire par rapport à mon agresseur, ça a été compliqué. Et en fait, on se replonge dans cette bulle, parce que mais nous, les femmes, on sait très bien faire ça aussi, hein, comme toutes les personnes. Hein. C'est qu'on arrive à rester dans cette bulle et à se conforter dans cette bulle, à se dire « je veux avoir mal » et du coup, je revis ces scènes. Ce qui est malsain. Très malsain, mais je vois très bien ce que tu veux dire parce que je l'ai moi-même fait. Et... C'est humain, tout à fait. C'est qu'on veut contrôler et d'un côté, on contrôle ce côté malsain ou sur lequel on reste focalisé dessus. Mais et je ne pourrais pas dire vraiment comment j'ai fait, mais je pense que le livre va le dire exactement. C'est au fil du temps, c'est au lieu que ça dure des semaines, ça dure des mois, ça dure... après, ça dure 1 heure. Et ensuite, ça dure une fraction de seconde. Quand je me retrouve seule avec un homme, en fait, le traumatisme que j'ai eu, ça dure qu'1 seconde et je passe outre et je vis le moment présent. Donc je ne vis plus dans le passé. Maintenant, tu arrives à
à passer outre ce qui t'est arrivé et à kiffer, on Ben, va dire, le moment. C'est ça, c'est pour ça que de toute façon, tant que je n'ai pas eu cette guérison, je n'aurais pas pu écrire, je pense. Et cette guérison avec les hommes est venue vraiment à l'écriture du livre ou c'était quand même bien avant tu te En sens... 2024. Ah oui, donc c'est vraiment récent. Non, j'ai vécu avec quelqu'un pendant 6 ans et on a fait un parcours de PMA. Ça a été un parcours assez, c'est particulier parce que là c'est c'est mécanique, Ah oui, la sexualité. Ah oui. Donc j'étais encore dans ce cercle vicieux et je l'aimerais toujours cette personne, mais c'est vrai j'ai stoppé cette relation, on a stoppé cette relation, mais j'ai également stoppé cette relation parce que j'étais encore dans ce côté mécanique de la sexualité et ça m'a énormément dérangée psychologiquement. Et c'est vraiment en 2024 donc on est en 2025, ça fait pas longtemps. Ouais. Bientôt 2026, dans quelques mois. Ouais. Mais c'est là où j'ai réussi. Donc c'est et vraiment... aussi me libérer des douleurs. Ah oui. Parce que les douleurs, ça y joue aussi, ça m'a pas forcément aidé. Et avant, justement, c'est ce qu'on disait, ces douleurs m'épuisaient, donc c'est pour ça... Fatigue ? Fatigue. Parce que, comme j'explique, j'ai eu un parcours, il n'y a pas eu que les viols. Les viols suivent tout le long d'une vie. Mais c'est vrai que derrière ça, j'ai tout eu. J'ai la trahison, j'ai eu pas une enfance simple. J'ai toujours tout travaillé, j'ai tout abandonné, j'ai toujours tout abandonné. J'ai abandonné je ne sais pas combien de vies, entre guillemets, pour pouvoir me reconstruire. Comme j'explique, ça c'est la petite phrase de la fin, c'est quand on dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, pour moi si elle a été complètement plus verte ailleurs. Donc chacun voit midi à sa porte, mais pour moi elle a été plus verte ailleurs. Je suis partie de chez mes parents, je suis partie de chez ma sœur, je suis partie de Montpellier, et j'ai toujours tout quitté pour essayer de formater, de moduler une vie que je voulais. Mais comment ça se fait du coup que tu as atterri en Corse ? Alors avant de répondre à cette question, à chaque fois que tu quittais un endroit, finalement pour toi c'était mieux ? J'ai toujours tout reconstruit. Et tu as réussi à chaque fois ? Et j'ai toujours réussi. C'est beau, toujours tout reconstruit. Je suis partie avec 2 sacs à bas à chaque fois. Je garderai mes sacs à bas. Maintenant, ça va, ils en font des jolis. Mais c'est vrai que j'avais toujours eu mes sacs à bas et j'ai toujours pris mes affaires, tout ce qui est meubles, électroménager. Non, toujours mes habits, un portable, un chargeur, quelques sous et j'ai reconstruit. Et j'ai reconstruit. Et j'ai perdu beaucoup, mais j'ai toujours reconstruit derrière... J'aime beaucoup ton parcours, c'est parce que ça fait vraiment le parcours d'une guerrière en fait. Hein. Mais c'est vrai, je t'assure. Hein. Et je dis vraiment pas ça pour te caresser dans le sens du poil, non. Mais vraiment parce que avec tout ce que tu as vécu, tu as osé. Et moi, c'est ça que j'aime chez les gens, c'est quand ils osent, tu vois, passer à l'action. Parce que finalement, si tu serais resté recroquevillé sur toi-même, c'est aller voir comment ça se passe. Voilà. Il y a aussi forcément une relation toxique. Quelle femme en 2025... Donc du coup, tu es tombée sur une relation toxique. Voilà, quelle femme en 2025 n'a pas eu de relation toxique? C'est quoi pour toi une relation toxique? C'est se retrouver dans une bulle qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'a pas le droit de maîtriser. Ok. Dans un cocon, dans un foyer, je dirais plutôt. C'est se retrouver dans un foyer et devoir s'oublier soi-même pour réconforter la personne avec qui on est. Mmh. Ça me parle beaucoup. Voilà, je pense. Et je pense que ça parle à beaucoup de femmes aussi. Exactement, oui. Hein. De toute façon, quand on aime, c'est à l'inconditionnel. C'est qu'on a envie de tout le temps faire plaisir à la personne avec qui on est, jusqu'à s'oublier. Et ça, c'est un peu aussi le côté post-traumatique, parce que comme j'ai dit, c'est que je n'aimais pas me soigner, parce qu'il fallait que je me soigne, mais je n'ai pas aimé me soigner. Et j'aimais prendre soin des autres. Et du coup, quand j'ai rencontré cette personne, j'aimais prendre soin d'elle parce que je m'oubliais complètement. Et ça me faisait du bien. Mais en final, quand je suis sortie de cette relation, j'ai vécu 7 ans avec cette personne. Et quand je suis sortie de cette relation, je me suis réveillée d'un coma. Et ça fait peur. C'est la même personne avec qui tu as fait les démarches PMA? Non, ok. Non. C'est une autre personne. J'ai eu 2 grosses, longues relations. Mais lui, c'est vrai que on était dans sa vie, en fait. Et j'ai découvert vraiment, je vais rester très discrète par rapport à lui, parce que j'ai pas forcément, quand je dis relation toxique, c'est jusqu'au bout. Mais c'est que le jour où j'ai fui
la maison et je lui dis tant que tu ne pars pas de la maison, je ne reviendrai jamais parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Et ben, finalement, j'ai découvert les nouvelles musiques, j'ai découvert les nouvelles technologies, j'ai découvert... T'avais pas accès à tout ça? J'avais pas accès à tout ça. Je me suis retrouvée dans une maison qui était très bien pour moi. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait aucun réseau. C'était en quelle année? C'était pas vieux. Ça a été de 2015. Ah oui, oui. Il n'y avait peut-être pas encore la fibre, mais en tout cas, il y avait les réseaux sociaux, tout ça, quoi. Facilement, ah oui, complètement. Je suis restée 3 ans, mais pour moi, c'était idyllique parce qu'il y avait le potager, j'avais mon propre cheval, j'avais mes animaux. Ah ouais. Oui, t'es enfermée dans une prison dorée un peu. Ben, voilà, j'avais mon petit commerce, donc j'en étais fière parce que je me dis, chef d'entreprise à 25 ans, c'est pas donné à tout le monde. Je mangeais bien. Et du coup, c'est une vie saine. Je pense qu'on aime tout un peu. Moi, je ne suis pas du tout dans la luxure, dans le paraître ou quoi que ce soit. J'aime les choses authentiques. Et me retrouver devant un feu de cheminée, j'étais contente. Mais finalement, le jour où j'ai pu faire le feu de cheminée, où il y avait le chauffage radiateur, je me suis dit, ah ouais, quand même, ça a évolué. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de rompre? Parce qu'apparemment, quand on t'écoute parler, là, on a l'impression que c'était finalement une vie lambda et qui était bien. T'avais ton cheval, tu manquais de rien, t'avais ton commerce. Alors, pourquoi tu dis que c'était une relation toxique? Ce qui faisait mal, c'est que quand il était vexé, il ne me regardait pas, il ne me parlait pas. Et que même quand on dormait dans le même lit, s'il suffisait que je le touche à peine, il sortait du lit, il me disait « tu me touches pas ». Oui, très manipulateur en fait. Je culpabilisais. Par exemple, si je faisais un plat qui était trop salé, il me faisait culpabiliser, mais il me retournait le cerveau et limite je pleurais parce que j'avais mis trop de sel. J'ai mis trop de sel. C'est non, non. Et ce qui m'a fait vraiment, réellement ouvrir les yeux, c'est qu'un jour j'ai fêté mes 30 ans. Et ça, j'en parle bien dans le livre. C'est que le jour où j'ai fêté mes 30 ans, il n'a pas voulu venir avec moi parce qu'il n'aimait pas ma famille. Il n'aimait pas mon monde. On n'était que dans son monde. Donc forcément, mon monde n'était pas son domaine. Et il ne voulait pas parce qu'il disait que c'était que des ploucs, que c'était un vieux village, que c'était... D'accord. Que non. Du coup, il m'a laissé y aller toute seule. Mais avant, je lui ai dit, tu es sûre que j'ai le droit de fêter mes 30 ans? Il me disait, oui, tu as le droit de fêter tes 30 ans. Tu lui as demandé l'autorisation? Je lui ai demandé l'autorisation. 6 mois avant. Et 2 mois avant. Et j'en parlais. Je disais, ouais, je vais fêter mes 30 ans. Mais tu es sûre, ça ne te dérange pas que je fête mes 30 ans? Il me dit, non, vas-y, va fêter tes 30 ans. Au contraire, 30 ans, c'est une étape dans une vie et tout. Et le jour de mon anniversaire, quand je me suis réveillée, il n'était pas dans le lit. Et je me suis dit, ok, il est dans toute sa splendeur, parce que plein de fois, il me le faisait. Et quand je suis descendue, j'ai dit, ça va, il a tourné les talons, il est allé faire ce qu'il avait à faire. Donc je me suis dit non, j'ai demandé son autorisation, il m'a dit oui, donc je dois y aller. Et la personne avec qui on était chez ses parents, qui m'ont dit, mais non, vas-y, au contraire, on va fêter tes 30 ans, ne culpabilise pas. Oui, en fait, il aimait bien te faire culpabiliser, en vrai. En fait, et du coup, je suis allée dans mon village d'enfance fêter mes 30 ans, parce que j'étais contente de revoir, il y avait la fête du village, j'ai fêté les 40 ans, et moi, je fêtais mes 30 ans, donc c'était encore plus, une étape encore plus. Oui, complètement. Et ce jour-là, je me suis fait prendre, j'ai pris en photo 57 personnes. Waouh. De 9h jusqu'à 16h, 57 personnes, j'ai pas pris tout le monde. Oui. Mais c'est coucou, comment ça va? Je suis chef d'entreprise, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Je les ai vus grandir, je les ai vus avoir des enfants, je me suis régalée, mais et en même temps, je lui ai envoyé des messages, j'ai dit ça va, t'es sûre et tout, il me répondait pas. Et je me disais, mais je lui ai demandé son autorisation, il me répond pas, il est en train de me rendre folle, en fait, j'aurais pas dû partir. Oui, t'as culpé. Oui, ok, je comprends mieux pourquoi c'était toxique. Et vers 17h, je suis partie. J'ai dit, tant pis, je vais le rejoindre. Et quand je suis rentrée, sa mère m'a dit, il est resté enfermé dans la chambre. Il était en colère. On est sortis. Et je lui avais dit, parce qu'on était à 1 heure de route. Et je lui ai dit, écoute, je prends la voiture. Tes parents, ils ont 3 voitures. T'es sûr, ça te dérange pas que je prenne la voiture pour aller fêter mes 30 ans? Il me dit, non. Il est parti en furie. On part de la maison. Je le rejoins, je dis attends-moi, il me dit ouais, à cause de toi j'ai passé une journée de merde parce que je suis restée enfermée dans la chambre. T'as préféré aller fêter tes 30 ans au lieu de rester avec moi. Voilà une relation toxique. Bonjour. Ah oui. Et puis en fait c'est vrai que ça a plusieurs facettes. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que finalement en fait comme tu le disais si bien au début, t'avais l'impression d'être
bien, enfin d'être Ben oui, une cage dorée. voilà, c'est ça, une prison dorée, c'est ça exactement. Et Et finalement, en fait, tu t'aperçois que c'était bien parce qu'en fait, elle est toujours dans son sens. Mais quand elle n'est pas dans son sens, Exactement. Et le problème qu'il y a, c'est que en 7 ans de relation, plusieurs fois, j'ai testé les limites. Ah bah oui. Sauf que là, ça a été non. Et en rentrant le soir, parce qu'on est retourné à la maison, et en rentrant le soir, il me dit: ah, je suis heureux que tu sois là, joyeux anniversaire ma chérie, je vais me coucher. Il était 8h30. Il t'a offert un cadeau? Tu te souviens? Ah ben non, il m'a rien offert. Ok. Mais voilà, ça je le raconte aussi, ces relations toxiques, j'ai vécu aussi. Non, mais en fait, il y a eu trop de choses. C'est ça c'est qu'il y a eu tellement de choses, j'ai tellement eu de claques. Mais moi, honnêtement, c'est vrai ce qu'elle est en train de dire. C'est une vraie personne, je tiens à vous le dire. Hein. C'est pas une IA, c'est une vraie personne. Et avec tout ce qu'elle a traversé, elle a la tête sur les épaules, elle est lucide, elle est mature et en plus elle est belle. Je te fais une offre là, il y a quelqu'un qui est intéressé. mais c'est vrai en fait, avec ton parcours, t'aurais pu mal tourner ou devenir folle enfin je pèse mes mots, mais ta santé mentale aurait pu vraiment. Bien sûr, et c'est pour ça le livre aussi, c'est pour ça que je le fais, c'est que quand on me dit, quand je vois des personnes néfastes, on va dire, à la société. Il y en a beaucoup. Néfaste auprès de son entourage, de faire mal à son entourage et entendre dire oui, mais parce que j'ai eu un vécu difficile. Non, en tout cas, moi, je n'aurais pas de pitié. J'ai eu un vécu difficile et c'est pas pour ça que je suis méchante. C'est parce que la personne le veut. Donc, du coup, Jade, finalement, tu as eu quand même beaucoup d'épreuves, donc cette relation toxique qui t'a aussi. Il était au courant de ce parcours, de tout, de ton passé? En fait, en gros, c'est parce que j'ai grandi dans une famille de boulets. D'accord. Mais il était au courant des viols, tout ça? Oui. Il était au courant? Oui. Forcément, on est toutes réticentes. Donc, quand il y a certaines choses qu'il fait, on a un blocage. Et d'un côté, c'est qu'on a envie d'en parler à la personne avec qui on est parce qu'on a d'avoir ce côté protecteur, en fait. Et de dire, non, je suis là, t'inquiète pas. Sauf que je ne l'ai pas eu avec lui. Mais non, il était au courant. Mais c'est en gros, mais de toute façon... Sans moi, t'es rien. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, merci d'avoir libéré ta parole. Sincèrement, je pense que tu vas pouvoir aider plus d'une femme. J'espère. Et moi, j'en suis sûre, sincèrement. Déjà, tu t'es aidé toi. Et ça, c'est la plus belle preuve d'amour pour toi-même que tu as pu te faire. Je vais te demander de prendre ton livre que je t'ai gentiment imprimé, mais que je vais garder pour moi parce que je n'ai pas encore fini de le lire. Et si tu peux, du coup, terminer cette interview sur cette partie que tu souhaites, toi. Le livre, je l'ai écrit, comme j'ai expliqué, c'est qu'il y a un message derrière. Vous venez de lire mon histoire. J'ai survécu à l'abandon, au viol, à la solitude, aux relations toxiques et tellement d'autres choses que je ne vais pas tout dire non plus, je ne vais pas spoiler. Mais en gros, c'est... je suis pleine de cicatrices, mais je suis debout et vivante. Donc si j'y suis arrivée, tu peux aussi. Pas en forçant, pas en luttant. Mais juste en acceptant un jour de lâcher prise. Parce que c'est vraiment une histoire de lâcher prise. Quand on dit qu'il faut accepter son vécu, non, c'est nul. Elle est nulle, cette phrase. Elle m'énerve comme pas possible. C'est juste à nous de lâcher prise. Et en gros, c'est je suis pas guérie, je suis libre. Je suis pas parfaite, mais je suis vraie. J'espère, en tout cas. Et je suis pas née une fois, mais je suis née 2 fois. Donc je souhaite à toutes les femmes de renaître une 2e fois. Merci beaucoup Jade pour cette interview. Sincèrement, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le fauteuil rose. C'est gentil. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Mais avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.